Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, on va parler un petit peu de comment booster l'innovation en interne. Alors, je ne vais pas prétendre vous apporter les recettes magiques absolues. Par contre, je peux prétendre au fait que c'est vraiment effectivement une considération permanente chez nous, puisque étant les plus petits face aux géants que sont SAP, Oracle, IBM, on est quand même un petit peu la preuve qu'effectivement, si on se bat face à ces géants avec en permanence à l'esprit la volonté d'innover, de faire différemment et d'apporter une réponse différente aux problèmes que vous pouvez avoir tous les jours, on peut vivre et on peut bien vivre. Donc en fait, la question de l'innovation pour nous, c'est pas un choix, c'est une absolue nécessité. Donc, la première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est le fait que l'innovation est l'affaire de tous. Ça n'est pas uniquement « je suis le DG produit de Talentsoft, je m'occupe du produit », mais si jamais l'innovation ne reposait que sur moi, l'innovation serait morte dans l'entreprise. L'innovation, elle est partout, elle est tout le temps. Et on peut prendre un exemple très simple, c'est si on ne parlait pas d'innovation mais de rentabilité, et que je vous disais, en fait, la rentabilité, c'est juste l'affaire des directeurs financiers. Et donc, tout le monde peut claquer du fric n'importe comment dans l'entreprise, mais à la fin d'année, il faut que le directeur financier fasse en sorte que l'entreprise soit rentable. Tout le monde trouverait ça complètement absurde. Ben, en fait, demander à une boîte d'être très innovante et que ce soit uniquement l'affaire de quelques personnes, c'est à peu près aussi absurde. Alors, pour booster l'innovation, il faut commencer par le recrutement. Pourquoi ? Parce que si vous voulez que ce soit l'affaire de tous et d'avoir des gens capables d'innover dans votre entreprise, il est clair qu'il faut recruter des personnes un peu particulières. Alors d'abord, le premier conseil que je puisse vous donner, c'est essayez, si vous voulez recruter des gens innovants, d'adopter des méthodes innovantes. Je ne suis pas sûr que l'entretien classique à 19h dans votre bureau en demandant si les gens sont plutôt chiens ou chats, c'est la meilleure façon d'avoir des talents innovants. Il y a des entreprises, il y a des moyens qui permettent aujourd'hui de déceler des gens différemment. On pense l'année dernière à l'armée australienne qui avait caché un numéro de téléphone dans une équation mathématique et ils avaient demandé à des ingénieurs de le résoudre et seuls ceux qui trouvaient le numéro pouvaient appeler pour l'emploi à pourvoir. Ou l'année dernière, une agence de pub UC qui a demandé aux candidats de pitcher en 10 secondes qu'est-ce qu'ils avaient à raconter sur Snapchat. Voilà, aujourd'hui, on a des médias à disposition, on a des outils à disposition. Si vous voulez des talents innovants, des gens qui peuvent faire la différence, faites déjà la différence au moment du recrutement. Le cadre, donc je vois Frédéric Bedin qui va parler juste après moi, qui va nous parler un petit peu de space planning et autres. Il est clair que l'aménagement de l'espace aujourd'hui pour attirer des talents, c'est essentiel. Le design de l'espace du travail, c'est une chose qui permet de faire circuler l'information, qui permet de cross-fertiliser les idées. Donc là aussi, vous pouvez attirer des talents avec un espace de travail qui soit bien pensé, qui ne semble pas poussiéreux et qui donne envie aux gens de venir. Et puis, on pense aussi évidemment, alors le symbole de la cravate, c'est un peu l'uniforme. Richard Branson, que j'écoutais il y a un peu moins de, il y a une semaine, disait qu'en fait, c'est extrêmement dur d'être créatif si tout le monde se ressemble. Alors c'est bien gentil de vouloir innover dans l'entreprise, c'est bien gentil de vouloir recruter des gens innovants, mais si ensuite c'est pour leur demander d'endosser un uniforme et derrière ça comprendre, adopter des comportements, des habitudes qui ne sont plus ou qui ne sont pas les leurs, ce sera extrêmement difficile que ces gens-là arrivent à être eux-mêmes et arrivent à faire la différence. Donc au moment du recrutement, il faut avoir tout ça en tête parce que c'est le démarrage de l'histoire. Ensuite, pour innover, il est clair qu'il faut déjà comprendre où est-ce qu'il y a lieu d'apporter une innovation, de faire différemment, de pivoter, comme on dit dans notre milieu. Et donc pour ça, ça commence par de l'écoute. Alors c'est bizarre, on pourrait s'attendre, on va parler de digital, de choses extrêmement tech, pointues. Ben non, ça commence l'innovation par l'écoute. Pourquoi ? Parce que c'est l'écoute permanente des clients, interne, externe, qui va permettre de comprendre justement qu'est-ce qui est cassé, où est-ce qu'il y a un dysfonctionnement et où est-ce qu'il y a lieu d'apporter une réponse différente. Et en ça, les plateformes digitales permettent justement aujourd'hui d'avoir une conversation continue avec les clients. Et c'est au travers de cette conversation continue qu'on va explorer l'espace du problème et comprendre justement qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et alors ensuite, une fois qu'on a la chance de comprendre et d'identifier un dysfonctionnement, il y a une autre chose qui est extrêmement importante, c'est de ne pas l'accepter, ce dysfonctionnement. Et ça, je pèse mes mots, c'est une chose qui est extrêmement difficile à faire, de ne pas se résigner. Et quand on regarde quelque chose qui dysfonctionne, d'avoir le courage, parce qu'il s'agit bien d'un courage de se dire, ça n'est pas acceptable, il faut faire différemment.
Il y a deux personnes qu'on connaît bien, qui ont été confrontées à ça à la fin des années 90, quand l'informatique était chiante et que vous cachiez les ordinateurs chez vous parce que c'était moche. Jonathan Ive et Steve Jobs, eux, ils n'ont pas accepté ça. Et ils se sont inspirés de l'électroménager allemand des années 60, qui a un grand rapport avec l'informatique, pour se dire on peut faire des objets informatiques glamour. Et c'est là qu'ils ont fait le premier iMac, là, qui ressemblait un peu à une pomme là, de toutes les couleurs, les verts, les bleus. Et typiquement, ils ont fait ce que Peter Drucker, d'ailleurs il y a le Peter Drucker Forum en ce moment, Peter Drucker appelait ça créer des connexions. Créer des connexions entre des domaines qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et Peter Drucker disait d'Einstein que c'était ni le plus grand des mathématiciens, ni le plus grand des physiciens, mais lui, il avait fait une connexion entre ces deux domaines, et c'est comme ça, finalement, qu'il avait un petit peu disrupté son domaine. Donc, écouter, ne pas accepter et créer des connexions entre des domaines différents, là, vous commencez à parler d'innovation. Ensuite, comment on va supporter ça, justement? Alors, ce qui est clair, c'est que vous ne boosterez pas l'innovation sans la structure managériale adéquate, sans les managers. Vous avez besoin que les managers soutiennent l'innovation pour que ce soit l'affaire de tous. Alors de quoi on parle quand on parle justement de soutenir l'innovation? Ça commence par le fait d'encourager la prise d'initiative, de permettre aux gens d'oser. Alors je ne vais pas dire de récompenser l'échec. Échouer, c'est dommage. Mais tenter, c'est magnifique. Et ça, tous les managers doivent l'avoir en tête et doivent le partager avec leurs collaborateurs. Ce qui fait que quand un collaborateur se plante, et il se plantera en tentant des choses, il ne faut pas le punir parce qu'il s'est planté, il faut le récompenser pour avoir osé. Et ça, je voudrais bien qu'on fasse, on n'a pas le temps parce qu'on n'a que 10 minutes, mais si on faisait lever la main, est-ce que vous pensez que c'est bien ce que font vos managers quand ils se battent dans les couloirs en voyant vos collaborateurs? Je ne suis pas certain que ce soit l'état d'esprit le plus répandu, et peut-être pas en tout cas le plus répandu en France. Ensuite, c'est bien gentil, mais ça, c'est des mots. Parce qu'une fois que vous allez dire ça aux gens, ils vont dire « Bon, t'es gentil, mais j'ai un travail, j'ai autre chose à faire, c'est pas là-dessus que tu m'attends. » Pourquoi ce serait pas là-dessus qu'on attend les gens, justement? Qu'est-ce qui vous empêche, dans vos objectifs de fin d'année, de prévoir des objectifs liés à cette capacité d'initiative, dans la part variable, d'associer une part, toute ou partie, au fait de mener des projets sur lesquels on n'attend pas les gens. C'est-à-dire demander aux collaborateurs de mener 3 projets transverses pendant l'année, des choses qu'on ne leur a pas demandé de faire, mais qu'ils ont jugées nécessaires parce que précisément, ils ont constaté quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et croyez-moi, si en fin d'année, la personne a un variable, parce qu'elle a tenté des choses, à la limite, qu'elle ait réussi ou pas, ce n'est pas l'enjeu, mais qu'elle les ait tentées. Et d'être capable même de ne pas donner tout son bonus à quelqu'un en lui disant « Désolé, mais tu n'as fait que ce que je t'ai demandé de faire », croyez-moi, là, ça va commencer à devenir un peu plus concret, l'innovation dans votre entreprise. Et la troisième chose, c'est donner du sens. Qu'est-ce qui fait la différence, finalement, si vous réfléchissez bien, entre une start-up et une grande entreprise? C'est que quand vous venez bosser dans une start-up, vous savez quelle cause défend votre entreprise. Vous savez ce qu'elle essaye de faire. Si on pense en ce moment à Deliveroo, qui travaille, vous savez, sur le service à domicile, il est clair que si vous allez bosser chez Deliveroo, vous allez comprendre que l'enjeu, c'est que vous puissiez être livré à domicile et manger autre chose qu'une pizza aux ananas, quoi. Et ça, clairement, c'est le cas de toutes les startups. Toutes les startups mettent leur cause très en avant. Le but, l'engagement, ce pourquoi on vient travailler. Et du coup, quand vous favorisez les initiatives personnelles dans une entreprise où tout le monde sait pourquoi il vient rejoindre cette entreprise, on n'est pas dans un buffet campagnard, on n'est pas dans un énorme bordel, en gros, où tout le monde va faire que ce qui l'intéresse dans des initiatives qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Non, on est dans des initiatives qui sont tendues par un sens, par une cause, et donc elles vont se rejoindre, ces initiatives. Et à ce moment-là, on peut faire confiance aux gens, on peut leur donner de la liberté. Ça, c'est pour le management. Mais pour l'organisation, parce qu'une fois qu'on a mis les bonus qui vont bien pour inciter les gens à le faire, il faut leur donner du temps. S'ils n'ont pas le temps de le faire, ils ne pourront pas le tenter et vous risquez de pénaliser des gens en fin d'année parce que vous ne leur aurez pas donné les moyens et l'organisation qui va bien pour innover. Donc là, clairement, là on parle de structure organisationnelle. L'organisation qui va bien, par exemple, un exemple tout simple, c'est le free time. Le free time, c'est ce temps libre. Alors on le connaît par Google, même si on a appris après que c'était sur un 120% de TP et pas sur un 100%. Mais en gros, finalement, l'idée du free time, nous, chez Talentsoft, on laisse le vendredi après-midi aux développeurs pour faire ce qu'ils veulent. Par contre, sur cette idée du sens, nous, ce qu'on fait, on a en permanence affiché la liste des retours clients sur ce qui ne va pas.
Et donc, en général, qu'est-ce que font les développeurs? Est-ce qu'ils ont envie de développer quelque chose qui va servir à rien? Bien sûr que non. Ils vont prendre n'importe lequel des problèmes remontés par nos clients, et il y en a un qui va leur parler, et ils vont vouloir être celui qui apporte une réponse. Mais pour ça, il faut donner le temps aux gens. On peut penser au hackathon, on peut penser au télétravail. Même chose, super. On va parler d'innovation et il nous parle de télétravail. Vous voulez qu'on fasse le test de combien vraiment d'entreprises dans la salle ont mis en place le télétravail? C'est très très difficile à faire, c'est très bravo, j'en vois une main qui se lève, et c'est Hopscotch, bien joué. Mais en tout cas, c'est important le télétravail. Pourquoi? Parce que c'est la capacité que vous donnez, c'est d'abord un gage de confiance, c'est la capacité que vous donnez à quelqu'un d'être dans un environnement qui va peut-être être favorable pour qu'il puisse réfléchir tranquillement. Et encore une fois, il y a des bonnes vieilles méthodes qui peuvent fonctionner pour innover, mais elles ne sont pas forcément mises en place. Et ensuite, évidemment, la bonne pratique du point de vue RH, c'est de former les managers. Est-ce qu'aujourd'hui, vous nommez un manager parce qu'il a une capacité à booster les équipes, booster l'innovation, donner confiance? Non. Vous nommez les managers pour les promouvoir parce qu'ils ont fait des bons chiffres l'année dernière. Je ne suis pas certain que ça va vraiment booster l'innovation. Là-dessus, la RH a un rôle clé à jouer. Elle doit s'assurer que les managers vont avoir les bonnes compétences, justement, pour faire tout ce qu'on vient de voir précédemment. La formation, et j'ai adoré vraiment la présentation de Thierry parce que c'était passionnant. Effectivement, la formation, il faut complètement la repenser. Et donc, c'est à la RH de le faire pour aussi permettre aux collaborateurs de combler les gaps, de combler les trous qui leur manqueraient justement pour arriver à mener un projet à bien. Parce que finalement, ils vont peut-être mener un projet sur lequel on ne les attend pas. Et du coup, ils n'ont peut-être pas les compétences nécessaires. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est en faisant qu'ils vont acquérir ces compétences. Donc, il faut repenser la formation. Et là-dessus, désolé, s'il y a des RH dans la salle, et je sais qu'il y en a, c'est à vous de jouer ça. Et c'est à vous aussi de lâcher prise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, il va falloir faire confiance aux gens. Il va leur falloir donner la liberté nécessaire. Et là, on pourra prendre l'exemple de la Française des Jeux. C'est pareil, ce n'est pas forcément l'entreprise la première à laquelle on pense en se disant ils vont faire des trucs de foufou. Ce n'est pas une entreprise de la Silicon Valley. Et pourtant, qu'est-ce que fait la Française des Jeux? Elle permet à tous les collaborateurs de créer un jeu. Et après, il y a une commission en interne qui va choisir le jeu qui sera vraiment commercialisé. Donc ces gens-là ne disent pas la capacité à innover, à créer des nouveaux jeux, elle est uniquement chez les 10 personnes qui ont été nommées pour ça. N'importe qui dans la boîte peut créer un jeu et le proposer. Ça, c'est magnifique. Mais pour ça, il faut donner de la liberté aux gens. Donc, en gros, ce qu'on peut vous demander, à vous, amis RH, c'est d'encourager tout ça, justement, de permettre de booster cette innovation et finalement d'engager vos talents, de libérer les potentiels, de les fidéliser. Et moi, je n'ai pas de conclusion exceptionnellement aujourd'hui. Ma seule conclusion, c'est plutôt un souhait, c'est de voir l'année prochaine des DRH sur cette scène qui expliqueront comment ils ont boosté l'innovation dans leur boîte et comment peut-être eux sont devenus des Chief Digital Officers. Je vous remercie et à l'année prochaine. Merci beaucoup.